Bonjour et très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode des assurances constructeurs. Nous allons aujourd'hui parler de la responsabilité dans le détail et des mécanismes des assurances, des deux assurances, responsabilité civile et dommage ouvrage. Alors, aujourd'hui, nous allons donc faire un petit rappel peut-être des notions fondamentales de la responsabilité civile. Et puis nous verrons ensuite les contenus de la responsabilité civile spécifique de l'assurance responsabilité civile dommage des constructeurs. Nous verrons dans un troisième temps les engagements à quoi engage la responsabilité civile dommage et dans un quatrième temps, les mécanismes, cette fois-ci, de la dommage-ouvrage, celle du client. Voilà pour notre petit programme d'aujourd'hui. Alors, les notions fondamentales. D'abord, la responsabilité civile contractuelle. Vous savez qu'il y a responsabilité civile peut être délictuelle ou extra-contractuelle ou responsabilité contractuelle. La responsabilité civile contractuelle est celle qui découle d'un contrat, alors que la responsabilité civile délictuelle découle de faits juridiques qui n'étaient pas prévus. Dans le cadre de la construction d'un bâtiment, tout est contractuel, tout est contractualisé, donc la responsabilité civile à 98% est contractuelle. Donc on va rester sur cette idée-là. Donc responsabilité civile contractuelle. Mais cette responsabilité civile contractuelle, elle obéit à des règles que vous connaissez déjà, puisque vous êtes des juristes déjà compétents. Il y a des règles pour la mise en œuvre de la responsabilité civile. Un fait fautif ou négligence ou imprudence, il faut un dommage, il faut un lien de causalité entre le fait et le dommage. Bon. Cette responsabilité civile a également des exonérations, les trois types d'exonérations, la force majeure, le fait d'un tiers et la faute de la victime. Ça, ce sont les règles générales de la responsabilité civile qui vont s'appliquer dans certains cas de l'acte de construction, mais pour l'essentiel, pas du tout. C'est une responsabilité civile spécifique qui va s'appliquer, celle de l'article 1792 du Code civil. Rappelons simplement les quelques articles fondamentaux de la responsabilité civile, 1103, 1104, 1231, c'est-à-dire des articles qui indiquent le caractère obligatoire, déjà, le caractère obligatoire des contrats, la force obligatoire des contrats, c'est-à-dire qu'un contrat doit être respecté, et si on ne le respecte pas, celui qui ne le respecte pas peut avoir à verser des dommages, intérêts, un dédommagement à son co-contractant. Voilà. Avec tout le système de la responsabilité civile contractuelle. Or, l'article 1792, j'y reviens, 1792, donc créé par la loi Spinetta de 1978, lui instaure une responsabilité civile sans faute. C'est-à-dire, et c'est le troisièmement, la responsabilité civile de plein droit. Alors, il y en a d'autres dans le Code civil. Il n'y a pas que l'article 1792 qui met en place une responsabilité de plein droit. Il y a dans d'autres domaines, ça existe également. En matière de voyage, par exemple. Bon. Alors, cette responsabilité de plein droit, c'est une présomption, on peut l'appeler présomption de responsabilité, c'est-à-dire qu'on présume, sauf preuve contraire, mais qui est très limitée, on présume que le constructeur est responsable de ce qu'il fait. Voilà, il n'y a pas besoin de prouver de faute. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi la responsabilité sans faute. Présomption de responsabilité. Donc voilà, c'est quelques notions fondamentales pour nous rafraîchir la mémoire sur le sujet. Alors les exonérations, on les rappelle, je vous les rappelle également, c'est de manière générale ce qu'on appelle une cause étrangère. Une cause étrangère, c'est fait d'un tiers et la force majeure, c'est-à-dire élément extérieur imprévisible et irrésistible, auquel on rajoute la faute de la victime. Ainsi, la personne qui se plaint a commis elle-même une faute, elle ne va pas pouvoir réclamer des dommages et intérêts, c'est quand même bien normal. Fait d'un tiers, c'est une intervention d'une autre personne dans la relation contractuelle. Enfin, la force majeure, événement extérieur imprévisible et irrésistible, ça peut être un tremblement de terre, par exemple. Oui, là, le constructeur, s'il y a un tremblement de terre, on ne va pas dire « vous êtes responsable parce que la maison s'est fissurée ».
Non, ce n'est pas lui qui est responsable, c'est force majeure. Le dommage. Alors, le dommage qui est prévu dans l'assurance responsabilité civile. Il y en a deux dommages prévus par la loi. C'est la solidité, c'est-à-dire tout ce qui peut mettre en cause, en jeu, la solidité du bâtiment, d'une part, et deuxièmement, l'impropriété à la destination du bâtiment. Impropriété, c'est-à-dire le bâtiment est impropre à sa destination, qui est d'abriter dans de bonnes conditions légales et normales les acquéreurs. Alors l'impropriété à la destination du bâtiment porte, très souvent d'ailleurs, sur un élément du bâtiment. Ce n'est pas tout le bâtiment qui doit être impropre à sa destination. Ça peut être un élément, un simple élément, la plupart du temps c'est ça d'ailleurs, un élément du bâtiment. Donc voilà les deux éléments, hein, solidité et impropriété à la destination. Maintenant, voyons les contenus de cette responsabilité civile. Alors, avant réception, c'est-à-dire pendant la préparation ou même le début du chantier, il faut distinguer entre les prestataires intellectuels, bureau d'études par exemple, et le constructeur lui-même, celui qui construit. En ce qui concerne les prestataires intellectuels, eux pèsent sur eux c'est pas une simple d'ailleurs, pèse sur eux une obligation de moyens. Une obligation de moyens, vous savez que dans les contrats, il y a des contrats avec obligation de moyens et des contrats avec obligation de résultats. La plupart des contrats sont avec obligation de résultats, sauf certains contrats qui sont avec obligation de moyens. C'est le cas des médecins, par exemple. Mais c'est le cas aussi des prestataires intellectuels. Obligation de moyens, c'est-à-dire que l'obligation est celle de tout mettre en œuvre pour remplir son contrat. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le remplir, on doit tout mettre en œuvre. Donc, lorsque le contrat n'est pas rempli, celui qui s'en plaint doit donc prouver une faute du prestataire intellectuel. Puisque le résultat n'a pas été atteint, c'est donc que le prestataire n'a pas tout mis en œuvre, logiquement. Donc, il va falloir prouver une faute. S'il n'a pas tout mis en œuvre, c'est qu'il a commis une faute. Donc oui, c'est très compliqué, dans ce cas-là, on peut, mais c'est beaucoup plus compliqué de prouver la responsabilité du prestataire intellectuel. En revanche, le constructeur, lui, il tombe sous le coup de l'obligation de résultat de l'article 1792 du Code civil, loi Spinetta. Lui, il est responsable de plein droit. Donc voyons, avant réception, donc distinguons bien ces deux responsabilités, même si celle du constructeur est essentielle, bien entendu. Alors, après la réception, quels sont donc les effets de la réception? Premier effet, extinction des obligations du constructeur. Extinction des obligations du constructeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'immeuble est livré, le constructeur n'a plus aucune obligation vis-à-vis de son client, du maître d'ouvrage. Et va avec cette extinction des obligations, bien sûr, le transfert des risques et de la garde du bâtiment. Transfert des risques, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, c'est l'acquéreur qui devient responsable à son tour, et c'est également l'acquéreur qui va récupérer la garde de l'immeuble. La garde, ça veut dire donc la responsabilité des dommages que pourrait causer le bâtiment. Le constructeur n'est plus responsable de rien, donc transfert des risques, transfert de la garde. Et enfin, les effets de la réception, c'est aussi le point de départ de la garantie de parfait achèvement, 1 an. Point de départ de la garantie de bon fonctionnement, dite garantie biennale, et le point de départ de l'assurance dommage-ouvrage, garantie couverte par l'assurance dommage-ouvrage. Alors, les engagements de la responsabilité civile dommage-ouvrage, de dommages. Premièrement, on l'a vu, on va donc le détailler un petit peu, les atteintes à la solidité. Vous vous souvenez, il y a 2 points, solidité et impropriété à la destination. Donc, atteinte à la solidité. Atteinte à la solidité, c'est y compris donc, le sol et les parties de l'ouvrage. Atteinte à la solidité, ça concerne le gros œuvre. Le gros œuvre et l'ancrage dans le sol, c'est ça la solidité. Une fissure, une vraie fissure.
pas une micro-fissure, une fissure, un élément du gros œuvre fissuré. D'habitude, c'est pour des raisons d'ancrage au sol. Hein. D'habitude, c'est là que ça vient. Donc, atteinte à la solidité de l'ouvrage lui-même. Deuxièmement, l'impropriété à la destination. Alors, l'impropriété à la destination, on en a déjà dit un mot, quelques exemples. La VMC, ventilation mécanique contrôlée. Vous savez, le système qu'il y a dans les maisons, une ventilation mais qui tourne en permanence. Bon, qui sont dans les pièces d'eau d'habitude, hein, la VMC. La VMC, une VMC défectueuse, c'est une impropriété à la destination de l'immeuble qui doit être ventilée. Les canalisations, l'étanchéité. L'étanchéité du bâtiment, c'est de l'impropriété à la destination. Le parasismique, alors c'est assez courant, il y a beaucoup de zones parasismiques en France. Il suffit qu'il y ait eu une légère vibration du sol il y a 30 ans pour que la zone passe en ce qu'on appelle en zone parasismique. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, faire des chaînages sur les encadrements de fenêtres, il faut renforcer certains éléments du gros œuvre de manière à anticiper des éventuelles secousses sismiques qui pourraient y avoir dans la région. Bon. Si ce parasismique a été mal fait ou a été omis, on est dans l'impropriété à la destination, c'est-à-dire du non-respect des règles de l'art concernant ce bâtiment à cet endroit-là. Voilà ce que c'est l'impropriété à la destination. C'est très souvent d'ailleurs sur ces éléments-là que les contentieux se développent. Donc voilà pour les engagements de la responsabilité civile, voilà sur quoi elle porte. Ensuite, la garantie de bon fonctionnement. Alors, garantie de bon fonctionnement, dite garantie biennale, garantie sur le second œuvre, je vous l'ai déjà dit, c'est une garantie qui porte sur les éléments dissociables, mobiles, mais pas sur les travaux de finition. Un carrelage, des peintures, des papiers peints, tout ce qui est décoration, enfin finition au sens large du terme, ne rentre pas dans la garantie de bon fonctionnement. Attention. Quatrième point, les désordres intermédiaires. Qu'est-ce qu'on appelle les désordres intermédiaires? Ces désordres intermédiaires, on les rencontre assez souvent dans les bâtiments, parce que ce sont des désordres qui n'entrent pas dans les catégories 1 et 2. Ces désordres ne constituent pas d'une atteinte à la solidité du bâtiment, ne constituent pas une impropriété à la destination du bâtiment. Ce sont des désordres mineurs. Désordres mineurs, par exemple, parce que souvent, d'ailleurs, les gens mettent en avant, les micro-fissures. Une micro-fissure ne porte absolument pas atteinte à la solidité du bâtiment, ni à l'impropriété à sa destination. C'est esthétique. C'est un désordre, oui, mais mineur. Et ce désordre mineur, lui, ne rentre pas dans le cadre de la loi Spinetta. Et lui, c'est l'article 1231.1 du Code civil, c'est-à-dire qu'il faut prouver une faute, et avec dommages et intérêts. Donc là, on revient dans un système plus classique de la responsabilité civile traditionnelle. Alors c'est plus compliqué, parce que le constructeur va dire « Ah oui, mais c'est le fabricant d'enduit du monocouche qui a eu un problème, donc il faut se retourner vers le fabricant. » Bon, ça peut être long et un peu compliqué. C'est ça qu'on appelle les désordres intermédiaires. Enfin, la responsabilité civile couvre les dommages qui sont futurs et certains. Futurs et certains, c'est la définition qui en est donnée. Mais aussi des dommages qui peuvent être évolutifs, c'est-à-dire au-delà des 10 ans. C'est très important, ça. Un dommage peut être très bénin, mais dont l'évolution fera que, au-delà des 10 ans, il rentrera dans le cadre de la responsabilité civile. Et dans ce cas-là, c'est l'expertise le décide ainsi, dans ce cas-là, ce dommage rentre dans le cadre de l'assurance responsabilité civile. Voilà, sur ces engagements, ce sur quoi porte concrètement la responsabilité civile dommage. Maintenant, passons à l'assurance dommage-ouvrage. On change, vous l'avez compris, on change de catégorie. Là, on a vu l'assurance responsabilité civile du constructeur. Maintenant, regardons l'assurance dommage-ouvrage prise par le constructeur, mais pour le compte de l'acquéreur.
maître d'ouvrage. Je rappelle, encore une fois, que ces deux assurances sont obligatoires. On ne peut pas y déroger, c'est d'ordre public. Alors, cette assurance dommage-ouvrage, premièrement, ne comporte pas de franchise. Vous savez ce que c'est qu'une franchise? C'est une partie d'une indemnisation qui reste à la charge de la victime. Alors, en matière de contrat d'assurance voiture, vous avez souvent une franchise de quelques centaines d'euros. Bon. Là, première caractéristique, il n'y a pas de franchise dans l'assurance dommage-ouvrage. C'est-à-dire que l'indemnisation, les désordres sont estimés à 10 000 euros, eh bien, l'assureur paiera 10 000 euros. Rien ne reste à la charge de l'acquéreur. Deuxièmement, l'assurance dommage-ouvrage est une assurance qui se fait sans recherche de responsabilité. Sans recherche de responsabilité. C'est-à-dire, peu importe qui est responsable du dommage. C'est le constructeur, oui. En principe, c'est le constructeur. Mais le constructeur peut dire, oui, mais c'est pas moi, c'est mon fournisseur, c'est bon. Mais ça, c'est du back-office, on va dire. Ça, c'est de la cuisine postérieure. Sur le moment, on ne fait pas de recherche de responsabilité. Il y a un désordre qui rentre dans le cadre donc, de la solidité ou de la propriété de la destination de l'immeuble, eh bien, l'acquéreur sera indemnisé. Voilà. Ceci étant, il y aura ensuite un règlement postérieur avec l'assurance RCD du constructeur. L'assureur dommage-ouvrage, c'est-à-dire du client, lui, il va payer. Mais une fois qu'il a payé, c'est lui qui va se retourner contre l'assureur du constructeur, du coup. Mais le client n'en sera absolument pas affecté. Et c'est bien le but recherché de ce système-là. Alors après, il y aura un règlement entre assureurs, entre l'assureur du client et l'assureur du constructeur. C'est pratique, les deux ont des assureurs. Bon. Donc après, le règlement se fera entre eux, règlement interassurance. L'article 1792 du Code civil et l'article L241-1 à L243 du Code des assurances sont les articles qui, chacun dans leur domaine, l'un pour régler les modalités de la responsabilité civile du constructeur, article 1792, donc Code civil, et les autres, 241 et 243, qui règlent le mécanisme de l'assurance dommage-ouvrage. Alors, l'assurance dommage-ouvrage, comment fonctionne-t-elle? Dans la pratique. Alors, d'abord, il faut déclarer le sinistre, comme tout sinistre. Bon, donc, le propriétaire du bâtiment va déclarer un sinistre. Et il va déclarer auprès de son assureur, donc dommage-ouvrage. La réponse de l'assureur de prise en charge doit être faite sous 60 jours de la déclaration du sinistre. L'assureur a 60 jours pour se déclarer la mise en œuvre de la responsabilité de l'assurance dommage-ouvrage. C'est dans ce temps-là que se situe l'expertise qui va déterminer si le dommage rentre bien dans le cadre de la responsabilité du constructeur, couverte par l'assurance dommage-ouvrage. Ensuite, l'assureur a 90 jours en tout, toujours à partir du jour de la déclaration du sinistre, c'est-à-dire il a 30 jours en fait, après les 60 jours, pour donner le montant de l'indemnisation. Il doit donner le montant de l'indemnisation. Donc 90 jours en tout, c'était assez rapide. En tout, entre déclaration du sinistre et montant de l'indemnisation, 90 jours. Puis, le règlement concret, pratique, doit être fait sous 15 jours après les 90 jours. C'est-à-dire que, en principe, 90 plus 15, 105 jours. 105 jours pour tout régler, c'est-à-dire moins de 4 mois, pour régler totalement un sinistre. Et on est très loin des années et des années que ça prenait avant. Alors l'expertise, elle se fait en 3 temps. D'abord, le but, c'est de constater l'existence de dommages, et l'existence de dommages entrant dans le cadre de l'article 1792. Solidité, impropriété de la destination du bâtiment. Est-ce qu'il y a dommage? Est-ce que ce dommage rentre bien, je le répète,
dans la définition de l'article 1792 du Code civil. Et préfinancement de leur réparation. On calcule déjà le préfinancement de la réparation. Deuxièmement, le chiffrage, qui est dans le rapport d'expertise. On va dire, voilà, il y en a pour tant. Troisième élément, troisième phase, troisième temps, c'est l'analyse des responsabilités pour les recours vers la responsabilité civile dommage du constructeur, cette fois-ci, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire, on va dire, bon, mais ça ne concerne plus l'acquéreur. L'acquéreur, lui, n'est concerné que par le 1. Le reste, ça ne concerne pas le montant, oui, bien sûr, mais le troisième phase ne le concerne absolument pas. Lui, c'est plus son problème. Lui, il est payé, il répare, il est payé, tout va bien. Bon, mais le troisièmement est très important en pratique, parce que c'est là qu'il va falloir rechercher les responsabilités. C'est là que les expertises et contre-expertises vont se situer. Mais vous voyez, elles ne touchent plus le client, l'acquéreur, elles ne touchent plus que les professionnels. C'est leur métier, ils sont équipés pour. Hein, c'est ce qu'on va dire. Alors, parce que le constructeur peut dire oui, mais c'est pas moi, c'est le fournisseur. Ah, oui, mais c'est le DTU qui n'a pas été appliqué. Oui, mais vous auriez dû le contrôler. Enfin bon. Après, on rentre dans les circuits habituels de recherche de responsabilité, mais qui ne concernent pas, encore une fois, l'acquéreur. Voilà pour tous ces mécanismes, à la fois de l'assurance responsabilité civile et l'assurance dommage ouvrage. Alors, il faut bien les distinguer, hein, je ne répéterai jamais assez, on a toujours tendance à confondre les deux, puisque les deux sont prises en même temps, sont prises par le constructeur, mais ne concernent pas du tout la même chose. L'une concerne la responsabilité du constructeur, l'autre concerne la sécurité, on va dire, de l'acquéreur. Donc bien distinguer ces deux assurances, donc responsabilité civile décennale, hein, ce qu'on appelle responsabilité civile dommage, je l'appelle souvent comme ça, en fait c'est responsabilité civile décennale, puisque cette responsabilité civile du constructeur donc va durer 10 ans, et forcément le temps de sa garantie légale de toute façon décennale. Donc responsabilité civile décennale, RCD, du constructeur, et donc l'assurance dommage-ouvrage du maître d'ouvrage. Alors, la responsabilité civile décennale est complétée, bien sûr, de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, c'est-à-dire habituelle du constructeur, pour les éléments qui ne concernent pas le domaine spécifique de la responsabilité civile décennale. Il peut y avoir d'autres éléments qui ne rentrent pas, bien sûr, dans la solidité, la propriété, la destination de l'immeuble, du bâtiment. Simplification à retenir des indemnisations des acquéreurs. Et les acquéreurs vont être indemnisés très simplement, très facilement, très rapidement, à travers leur assureur dommage-ouvrage. Enfin, notons ici qu'il existe des assurances complémentaires, toujours possibles, que ce soit d'ailleurs pour la responsabilité civile décennale du constructeur, qui peut prendre des assurances complémentaires sur d'autres éléments. Il peut se couvrir totalement sur le plan de l'assurance. C'est peut-être plus prudent d'ailleurs. Bon, tout dépend de la taille du constructeur. Devient un constructeur important ou un promoteur important au niveau national, voire international, et à tout intérêt, il le fait bien sûr, de prendre un maximum d'assurance. Les primes d'assurance pour de tels constructeurs ou promoteurs sont assez faibles, en fait, rapportées à l'unité. Et c'est vrai aussi d'assurances complémentaires dans le cadre de la dommage-ouvrage. C'est-à-dire que le client peut prendre des assurances complémentaires, comme dans tout système d'assurance. Pour faire simple, pour n'importe quelle... Il y a une assurance obligatoire, ça c'est clair, les deux assurances obligatoires sont claires. Mais rien n'empêche, comme toujours dans le domaine des assurances, de s'assurer pour ce qu'on veut. Et les assureurs seront bien là pour proposer, en fonction de chaque cas, de chaque situation et de chaque environnement, éventuellement des assurances complémentaires pour garantir au mieux les intérêts du constructeur d'un côté et aussi de l'acquéreur de l'autre. Voilà ce qu'on pouvait dire. J'espère avoir été le plus clair possible dans la concision,
que vous ayez compris le mécanisme et les principes des assurances constructeurs, responsabilité civile décennale et assurance dommage ouvrage, et leur application pratique telle que j'ai tenté de vous l'expliquer. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et puis beaucoup de réussite et beaucoup de succès. Bonne soirée, bonne journée, au revoir.